Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des taux normaux, c'est compris entre 3 et 5. Je pense que les taux risquent de remonter progressivement. Quelles sont tes projections ? C'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils ont pris une mauvaise habitude avec la période qu'on a connue avec des taux à 1%. C'était parfaitement anormal et clairement, il y a quand même très peu de chances qu'on y revienne un jour. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec mon associé Félix, qui a pour but de vous permettre d'investir dans l'immobilier locatif à nos côtés sans avoir de temps à y consacrer. Si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser, il y a un lien qui s'affiche actuellement à l'écran, qui vous redirige vers une autre vidéo qu'on a fait avec Félix et qui vous détaille en profondeur notre proposition de valeur. Cette chaîne, on l'a créée pour vous partager notre quotidien d'investisseurs, d'entrepreneurs, de marchands de biens, et tout ça sans filtre et de manière transparente pour vous montrer l'envers du décor. Aujourd'hui, on a un invité particulier pour parler financement bancaire, un sujet qui vous intéresse certainement, donc je te laisse te présenter. Ghislain. Bonjour à tous, moi c'est Ghislain Gavard, je suis un ancien banquier, comme souvent pour les courtiers, j'ai fait un peu plus de 10 ans dans la banque, un peu sur tous les postes, j'ai commencé à l'accueil au guichet, ensuite je montais conseiller particulier, donc j'ai commencé à faire pas mal de prêts immobiliers et de placements, ensuite je passais conseiller pro, et cette partie me plaisait bien, après j'ai toujours eu en tête de monter ma propre entreprise, et le courtage c'est le métier le plus proche finalement de celui de la banque. Donc la bascule s'est faite assez facilement. Nous, on a décidé pour monter la boîte de se franchiser via le réseau Imanci aujourd'hui, mais anciennement Union de Crédit Immobilier. Il y a 8 ans maintenant, avec mon associé Dorian, on bossait dans la même équipe en fait à la caisse d'épargne pour le coup. On a fait différentes banques avant, moi le Crédit Agricole, mon associé a fait d'autres établissements bancaires, donc on avait déjà une vision assez large de ce qui se faisait en banque. Et on a monté cette boîte pas, j'allais dire, pour faire comme tout le monde. L'objectif était d'avoir quand même un élément différenciant. Et en l'occurrence, vu qu'on était tous les deux chargés pro et qu'on avait identifié que les professionnels avaient quand même pas mal de mal à se faire financer, l'objectif de monter cette structure et pourquoi on se différencie des autres, finalement, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. Il y a un vrai besoin en fait sur ce sujet-là. Et on vient le combler parce qu'en fait, le pro, quand il va en banque, soit il a son chargé pro qui se fiche complètement de faire du prêt immobilier, c'est pas dans ses objectifs la plupart du temps, soit il a son chargé d'affaires particulier qui lui sait pas lire un bilan. Donc en fait nous on vient faire le pont là-dessus, et peu importe à qui on s'adresse, que ce soit un part ou un pro, on arrive à expliquer la partie manquante à l'un ou à l'autre et à trouver les bons interlocuteurs en face pour que nos clients puissent réaliser leurs projets. Et moi, c'est vraiment la mission que je me suis donnée, c'est d'accompagner les entrepreneurs à acheter de l'immobilier pour leur résidence principale, pour leur mur pro, pour qu'ils puissent se développer en rachetant des affaires et qu'ils puissent aussi investir, puisque pour le coup, le professionnel, pour créer sa retraite, parce qu'il a un vrai déficit là-dessus, il a besoin d'investir dans l'immobilier, et c'est là-dessus qu'on l'accompagne avec la structuration du montage, l'accompagnement au financement, la préparation du dossier et aussi lui présenter les bons interlocuteurs en banque. Ce qui me paraît pertinent dans ton profil, en fait, c'est que tu as une certaine légitimité, justement, dans ton conseil, parce que en fait, tu te l'es appliqué à toi-même. En tant qu'entrepreneur, justement, tu connais très bien leurs problématiques. On y reviendra par la suite, mais tu investis aussi dans l'immobilier. C'est ce qui fait un peu ta caractéristique. Donc, tu as cette double casquette. Et donc, effectivement, le fait que tu te sois spécialisé dans les entrepreneurs qui souhaitent préparer leur retraite et investir dans l'immobilier, au final, tu as quand même une certaine légitimité sur ton conseil. Et c'est pour ça que cette niche sur laquelle tu te places fait que tu as toute ta place, en fait, dans ce milieu-là. C'est ça, ouais. Donc c'est sûr que quand on s'applique à soi-même les choses, on les vit aussi différemment. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs à mon équipe, c'est de faire les choses eux-mêmes pour se rendre compte finalement de ce que vivent nos clients et pouvoir beaucoup mieux les conseiller. Moi, pour le coup, en effet, depuis que j'investis dans l'immobilier, je suis beaucoup plus à même de conseiller mes clients pro et non pro, mais les pros en particulier, puisque je sais les structurations qu'on peut utiliser via des SCI, des holdings, pour utiliser aussi potentiellement des fonds pro à destination de l'investissement immobilier, utiliser des leviers aussi par rapport à tout ça, sortir de la problématique HCSF d'endettement à plus de 35 qui bloque un peu tout le monde. Ça, on y reviendra par la suite, effectivement. Tu peux définir en 2 secondes, du coup, HCSF et 35%, ça correspond à quoi ? Le HCSF, en gros, c'est le Haut Comité à la Sécurité Financière qui impose aux banques, c'est même pas les banques, parce que souvent on tape un peu sur les banquiers, mais c'est pas toujours de leur faute. Là, en l'occurrence, c'est ce Haut Comité qui impose aux banques de ne pas dépasser 35% d'endettement, sauf pour 20% du volume financé. C'est même pas des dossiers. C'est-à-dire que par exemple, une banque qui ferait un gros prêt à un gros client pour 1 million d'euros, elle va tout de suite en fait atteindre son compteur de 20% de dossiers hors normes et elle pourra plus
faire d'autres prêts hors normes. Donc ils préfèrent faire des petits dossiers, financer essentiellement leurs clients. Ce qui fait que pas mal de gens bloquent sur cette problématique de taux d'endettement. Les banques privilégient la résidence principale à l'investissement pour dépasser ce critère-là. C'est même dans les normes du HCSF, il y en a une partie pour de l'ERP et aussi une partie pour des primo-accédants, il me semble, incompressible à l'intérieur de ces 20%. Exactement, et donc du coup les banques pilotent ça, alors différemment d'ailleurs selon les établissements bancaires, parce qu'elles n'ont pas toutes le même fonctionnement. Le Crédit Mutuel va fonctionner plutôt agence par agence et ils ont quand même une mutualisation fédérale, mais qui a quand même ses limites, parce qu'elle est difficile à gérer. Les banques mutualistes régionales, c'est encore différent, et les banques nationales, c'est encore différent. Donc il y a vraiment une connaissance de ce marché-là assez précise à avoir, et puis en fait, ça dépend des moments. C'est-à-dire que je peux présenter un dossier d'un mois sur l'autre à la même banque. Sur un mois, je vais passer, sur un autre, je ne vais pas passer, parce qu'ils auront fait les compteurs. Si on rétropédale légèrement sur ta profession, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment ce métier de courtier, est-ce que tu peux résumer en quelques phrases en quoi consiste ton métier de courtier et quelle est ta valeur ajoutée en fait en tant que courtier? Ouais. Moi, mon job, c'est un peu de faire rentrer des carrés dans des ronds. Sur les dossiers standards, c'est plus la négociation des conditions et le gain d'argent qui va intéresser mes clients. Mais dès qu'on sort un petit peu du cadre standard, c'est-à-dire j'ai de l'apport, je respecte le taux d'endettement, j'ai une bonne situation globale, là, pour le coup, il faut aller chercher des solutions pour justement trouver déjà un accord et ensuite avoir le gain financier. Donc moi, mon job, il se fait en 3 parties. La première, c'est beaucoup de conseils. Et là, pour le coup, c'est du conseil gratuit, encore dans notre métier. Donc, c'est ça qui est intéressant. Quand vous consultez un courtier, finalement, le rendez-vous de conseil, il est gratuit. Ensuite, on essaye de faire gagner du temps à nos clients en gérant à leur place un maximum de démarches, en faisant en sorte que leur dossier soit parfaitement complet pour que le banquier ne perde pas de temps derrière et que le dossier ne traîne pas en longueur avec des demandes de pièces successives qui s'additionnent et qui allongent les délais. En dernier lieu, c'est le gain d'argent qui va intéresser nos clients, puisque la négociation qu'on va avoir face aux banques sur les taux, les assurances emprunteurs, les frais, les indemnités de remboursement anticipé qu'on ne regarde pas assez, mais qui aujourd'hui sont de moins en moins négociées par les banques et qui représentent plusieurs milliers d'euros à la fin. C'est des points qu'on va négocier pour nos clients, ce qui fait que notre prestation en tant que courtier, qui en règle générale est à 1% du montant financé pour les particuliers, 2% pour les pros, est largement compensée par les économies qu'on fait faire à nos clients, juste en regardant certains points. Et on parlait d'investissement, quand on est sur du prêt pro, il faut savoir que les banques vont de 3 à 8% d'indemnité de remboursement anticipé. Si on négocie correctement ce point-là, déjà nos honoraires sont largement compensés par la négociation qu'on peut faire à ce niveau. Les honoraires, ils sont inclus au montant financé ou c'est de l'apport perso en plus? Ou ça dépend des cas? Ça fait partie de l'apport personnel. C'est toujours le client qui paye les honoraires de courtage. C'est ce qui permet aussi d'avoir notre indépendance aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des courtiers gratuits par le passé qui n'existent plus puisque les banques nous rémunèrent moins, voire plus du tout pour certaines. Et notre indépendance, elle se joue finalement par rapport aux honoraires que nous paye le client. Notre réel client, c'est celui qui nous paye. Et en l'occurrence, les courtiers gratuits d'hier, leurs clients, c'était les banques. Donc, ils vendaient votre dossier à différentes banques pour être rémunérés. Aujourd'hui, c'est différent. Le client a repris un petit peu le pouvoir et ces honoraires de courtage doivent se suffire à eux-mêmes pour avoir une totale indépendance face aux banques. Si j'ai une com-banque supplémentaire, c'est un bonus, mais ça ne doit pas être l'essentiel de mon boulot. C'est ce qui me permet justement d'obtenir les meilleures conditions avec des banques qui ne rémunèrent pas forcément. Donc, du coup, tu peux aller voir toutes les banques. Exactement. On travaille avec toutes les banques sans exception aujourd'hui. On a un réseau de banquiers aussi efficace, intelligent et câblé qui nous permet d'aller plus vite que le particulier lambda. Sur le principe, on n'a rien inventé. Tout le monde peut faire notre job, sauf que pas tout le monde n'a nos connaissances. On apporte du réseau, on apporte de la technique et en fait, j'allais dire notre expérience bancaire, notre expérience professionnelle aussi avec la structure fait que on peut conseiller nos clients correctement à tout niveau et je pense qu'on est des généralistes malgré tout, c'est-à-dire qu'on connaît les grandes lignes de plein de choses et c'est ce qui nous permet d'orienter nos clients correctement et dès qu'il y a besoin d'un spécialiste, on recommande à nos clients d'aller les voir, notamment les comptables, les avocats, pour structurer correctement le dossier par la suite une fois qu'on a lancé l'idée de base.
C'est vrai que ça peut faire quand même gagner du temps, hein, parce que si tu as un dossier un peu touchy et que tu dois aller te déplacer et toquer aux portes de 6-7 banques, effectivement, passer par un courtier qui arrive à tout de suite identifier la banque qui va pouvoir financer ce dossier pour telle et telle caractéristique, ça peut être un vrai gain de temps, mine de rien. C'est clair, pas plus tard qu'hier, j'ai une connaissance qui a un gros poste dans une grosse boîte, que je ne citerai pas, mais typiquement, je me suis occupé de lui il y a quelques temps, et là, il avait un projet un peu complexe d'achat immobilier à Marrakech. Il m'a pas consulté, et il a perdu à peu près 4 mois à se battre avec la banque, qui une fois oui, une fois non, une fois oui, mais, etc. Il a perdu 4 mois et là il m'appelle un peu en catastrophe et il est à la limite de perdre le projet. Donc je vais essayer de l'aider, mais pour le coup, on n'est jamais meilleur qu'en amont. Et en fait, les gens considèrent des fois que payer un courtier, ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, ils se rendent compte que si, mais que à la fin. Et après plusieurs mois à batailler, à s'occuper finalement de ça plutôt que de leur boîte ou de leur job, ce qui est en soi ridicule, parce que pour le coup, rien que sur la négociation des conditions, comme je le disais tout à l'heure, on compense le coût qu'on va avoir. Et le temps perdu à négocier avec des banques sans savoir finalement comment s'adresser à eux, qu'est-ce qui passe pas, c'est potentiellement des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros perdus qui auraient pu être utilisés à meilleur escient, je pense. En fait, ça, c'est effectivement des métriques que nous, on utilise au quotidien avec chez Arthur, c'est connaître son taux horaire et à quel moment est-ce que c'est pertinent ou pas de déléguer à une personne qui le fera plus vite, potentiellement mieux. Donc ça, c'est des calculs qu'il faut faire systématiquement pour un suivi de chantier, etc. Ça, c'est des choses qu'on analyse systématiquement pour savoir si c'est pertinent ou pas de le garder à sa main ou de le déléguer en fonction de son taux horaire, tout simplement. En plus de ça, ça ne fait pas forcément mettre d'apport en plus. Finalement, nos honoraires sont lissés sur 15, 20, 25 ans. Même s'il y avait un coût restant à l'arrivée, c'est ridicule. Donc pour moi, consacrer du temps sans connaissance à un sujet qui va traîner en longueur, et surtout pour des sujets, j'allais dire, complexes, hein, c'est sûr que dans le cas que j'ai cité, c'était déjà compliqué pour nous, donc pour le client qui n'y connaît rien, c'est encore pire. Pour moi, passer par un courtier, c'est comme aller au tribunal sans un avocat pour potentiellement économiser les honoraires de courtage. Mais à mon sens, c'est vraiment ridicule, c'est du temps perdu. En plus de ça, considérer que le banquier est dans son camp, c'est vraiment une erreur. Pour le coup, nous, on est payé à la réussite. Donc en soi, on a tout intérêt à ce que le projet se fasse et à l'orienter de manière à ce qu'il se fasse. Le banquier, c'est pas qu'il n'est pas dans votre camp, il a forcément le cul entre deux chaises, puisqu'il va être entre son client, qu'il a quand même envie de défendre, et entre la banque qui le paye. Donc pour le coup, c'est pas un intermédiaire neutre comme nous on peut l'être. Et c'est là où ton positionnement il est intéressant, surtout de l'axer sur du pro, parce qu'en fait, tu vois, pour prendre le parallèle avec l'avocat, en fait, pour moi, c'est un peu une question de probabilité de succès. Imaginons, tu vois, monsieur, madame qui travaille en CDI, qui veulent acheter une résidence principale, qui va les mettre à 20% d'endettement et ils ont de l'apport. Globalement, comme tu le disais, tu peux faire gagner sur les conditions, mais il n'y a pas trop de sujets sur l'obtention du financement. Et sur le temps à y consacrer, parce qu'ils vont aller voir leur banque, 2-3 autres, et puis ils prendront la meilleure offre, quoi. Et pendant quelques samedis matins, un petit peu de temps, mais c'est acceptable. Par contre, le pro, qui lui est peut-être garagiste, mettons, qui veut acheter ses murs ou sa résidence principale et toute la journée les mains dedans et puis en face de ses clients ou dans l'atelier, lui, il n'a pas trop de pertinence à passer du temps à comprendre le fonctionnement du monde bancaire, à trouver le bon interlocuteur, parce qu'une fois sur deux, on va lui donner du part, une fois sur deux, on va lui donner du pro. Il sera jamais assis en face de la bonne personne. Et là, par contre, il a un vrai retour sur investissement par rapport au fait de se dire, je délègue à quelqu'un, parce que déjà, ma probabilité de succès, elle est peut-être pas folle en fait, pour du particulier où tu calcules par rapport aux 35% et globalement tu sais si tu as ou pas ton financement. Pour du pro c'est un petit peu plus subjectif et assez souvent dépendamment de comment est-ce qu'il va se rémunérer, comment est-ce qu'on va pondérer ça, est-ce que c'est du dividende, du TNS, du salaire. Donc là par contre c'est très pertinent de se dire tiens je donne à un interlocuteur, comme par exemple j'ai une faible probabilité de succès au tribunal, je vais bien prendre un avocat parce que sinon je suis mort et du coup j'augmente ma proba de succès et en plus je délègue ce travail, donc toi tu collectes les pièces, il y a un petit peu de travail comme de la part de la personne pour te les fournir, mais ensuite c'est toi qui gères comme l'avocat, tu lui donnes les documents et c'est lui qui va gérer et défendre tes intérêts. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. De toute façon, on n'irait pas au tribunal sans avocat. Par contre, le professionnel se dit qu'il peut aller en banque sans un courtier. Je pense que, en tout cas, ouais, c'est vraiment une erreur. Parce que nous, on est là pour préparer le dossier, le rendre finançable, faire gagner du temps justement en préparant le fait que le dossier soit complet. C'est le truc tout bête, mais le banquier, en règle générale, il en demande moins à son client pour pas l'embêter. Sauf qu'il va redemander des tranches successives, d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis vous avez pris 3 mois dans les dents. Et au final, de toute façon, en règle générale, c'est pas le banquier que vous voyez qui décide.
Il faut le dire aussi ça, parce que votre banquier il peut être super positif sur votre projet, et puis vous plantez 2 mois plus tard parce que son comité de crédit ou son directeur a dit non. Et ça nous est déjà arrivé. Et voilà, on récupère beaucoup de clients comme ça, un peu entre guillemets à la casse, au bout de 2 mois, parce que le dossier est passé au comité et que le banquier a fait son boulot, j'allais dire, essayer de défendre votre dossier, mais c'est pas lui qui décide. Et donc nous, on sait qui décide, qui a la délégation. On vous emmène vers des banques aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des banques régionales qui ont aussi du pouvoir, j'allais dire, de décision ou pas. Ça dépend du montant. Nous, on calibre le montant de crédit en fonction de ça aussi. Pour des boîtes un peu plus importantes, quand il y a des structurations avec des holdings, plusieurs entreprises, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'on va présenter le groupe à une banque. L'idée, c'est d'amener de la compréhension, là, pour le coup, aux banquiers, pour qu'ils comprennent vite comment ça fonctionne, qui fait quoi, quelle entreprise est rentable, pas rentable, etc. On va avoir toute une explication par rapport à ça. C'est un job de fond. Et le but, c'est de rendre votre dossier le plus sexy possible pour que la banque appuie sur le bouton le plus rapidement possible et que le financement se fasse. C'est ça, cette objection de complexité de l'organigramme, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, en montrant justement la foncière, comment elle fonctionne, donc la holding, les différentes filiales, et surtout le fait qu'on ait 70 actionnaires au capital. Et en fait, en agence, eux, ils ont une procédure qui est, on rentre tous les bénéficiaires effectifs, enfin même plus que tous les bénéficiaires effectifs, tous les actionnaires, toutes les boîtes, tout ce qu'il y a dans chaque filiale, et ils m'ont dit c'est pas possible en fait, on va pas vous mettre un salarié à plein temps pendant 1 mois juste pour monter le dossier, donc juste pour ça, ils peuvent pas étudier le dossier, parce qu'ils ont pas l'informatique pour, et donc il faut qu'on s'oriente vers des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de dossier, des pôles professionnels de l'IMO, où pour le coup c'est beaucoup plus simple, parce qu'on regarde le projet, plus que le groupe dans son entièreté et tous les actionnaires. Plus un dossier est monté de manière simple, plus il est finançable aussi. Et en l'occurrence, nous, notre job, c'est aussi de faciliter le boulot du banquier, et ça, c'est s'il y a des banquiers qui nous regardent, c'est bien qu'ils en prennent conscience, c'est qu'on n'est pas l'ennemi du banquier. L'objectif pour nous, on travaille en partenariat avec des banques. Quand on amène un dossier au banquier, il faut qu'il soit le plus simple possible à analyser, que ça aille vite, qu'il ait le dossier tout complet avec toutes les pièces, qu'il ne perde pas de temps et que ce soit efficace aussi pour lui. Parce que finalement, moi qui étais chargé pro en banque, ce qu'on faisait, c'était un peu le même boulot, sauf qu'on le faisait différemment. Et puis, j'ai jamais été aussi bon banquier que depuis que je suis à mon compte, parce que je comprends aussi l'autre partie. Je comprends aujourd'hui les 2 parties, alors qu'hier, j'avais en tant que banquier une vision pure bancaire, de chiffres purs, et aujourd'hui je vois les choses différemment, donc j'arrive vraiment à faire le pont entre les deux puisque j'ai vécu les deux parties. C'est ça qui est super intéressant dans ton profil, c'est que tu as même une triple casquette d'entrepreneur, d'ancien banquier et d'investisseur immobilier. Donc là, c'est vraiment ça qui est assez intéressant, que tu puisses analyser les dossiers sous plusieurs prismes et que tu te mettes à la place de chaque interlocuteur pour tout simplement concilier l'ensemble des choses et que les dossiers se débouclent dans les meilleures des situations. Justement, je voulais revenir un petit peu sur ta casquette d'investisseur immobilier, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'investissement immobilier. Donc là, l'idée, c'est de comprendre un peu ton parcours immobilier. Quand est-ce que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier, comment tu l'as pratiqué depuis le début et où est-ce que tu te projettes par la suite. Ouais, ça marche. Du coup, il faut que je revienne un peu à la genèse du développement de ma boîte. Nous, quand on a ouvert, on était donc sur Chaponneau dans l'ouest lyonnais. On était en location au départ avec Dorian. On était que tous les deux. On avait loué un local assez grand, enfin pour l'époque en tout cas. Dans l'optique de le développer, la nature aime pas le vide et donc du coup, quand on a de l'espace, souvent on arrive à le remplir. C'est un peu ce qui s'est passé. On a développé une première équipe, puis une deuxième. Ça n'a pas forcément marché parce que nous, on était des bons commerciaux, mais on n'avait pas d'expérience de management. Donc on a fait un peu toutes les conneries du manager de base, à vouloir tout contrôler, etc., ce qui fonctionne absolument pas. Donc on a eu une première équipe, ça n'a pas marché, on a eu une deuxième, et puis en fait, chaque échec nous a permis de structurer mieux la boîte. On a eu des salariés et des indépendants. Aujourd'hui, on n'a plus que des indépendants par choix, parce que je trouve que le rapport en fait avec des indépendants est beaucoup plus sain qu'avec des salariés. Il n'y a pas de lien hiérarchique pour le coup. On se parle d'égal à égal et ça fonctionne très très bien. Ça nous a permis de développer les points de vente. Et donc, quand on est parti de Chaponneau pour aller à Francheville, on a pu acheter nos locaux et ça a été un peu le début de l'histoire à ce niveau-là. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de créer des nouvelles agences et systématiquement d'acheter nos locaux. Donc, on a commencé par Francheville. Ensuite, on a Rumilly en Haute-Savoie où on a acheté les murs aussi. On a acheté aussi à Vienne récemment. Et à Mâcon, on a fait une opération immobilière un peu mixte où on fait une agence au rez-de-chaussée et un T4 qui est juste au-dessus
Et on a fait ça dans un ensemble immobilier en gros. Donc vous avez acheté l'immeuble, c'est ça à Mâcon? Pas tout l'immeuble, on a acheté un bout de l'immeuble. On a acheté un rez-de-chaussée commercial avec au-dessus un appartement. Parce que c'est la prochaine étape. Pour les suivants, tu prends tout l'immeuble et comme ça au moins t'es tout seul, il n'y a pas de règlement de copro. C'est un chez peu toi. ce qu'on a en tête, ouais. Carrément. Et avant ça, du coup, vous aviez jamais fait d'IMO, peut-être un peu de RP, un peu de locatif? Pas du tout. De la RP pure, jamais de locatif, voilà. Et pour le coup, sur le locatif, nous on a commencé l'immobilier comme ça, c'est-à-dire en achetant les murs. Vous étiez vos propres locataires. De nos agences. C'est comme ça que vous avez commencé le locatif. C'était facile, ça nous rassurait. Plutôt bien maîtrisé du coup. On maîtrise notre loyer. L'environnement était connu. Voilà, et du coup, donc c'est une SCI qui achète les murs, qui loue à la société d'exploitation. Exactement, tout à fait. Donc ça a été le modèle de développement au départ et c'est ce qui nous a permis finalement de faire de l'immobilier. Nous, on voit les choses un petit peu comme un modèle McDonald's et c'est pour ça que le modèle de la foncière, je trouve, est intéressant parce que on pourrait éventuellement le dupliquer pour nous, même si il faudrait que j'ai une croissance beaucoup plus forte que ce que j'ai aujourd'hui. Mais en gros, c'est ça, c'est dire, nous, on gagne pas forcément beaucoup de sous finalement avec les rétrocessions de nos agents co, mais ça nous permet de payer des loyers qui finalement nous permettent de nous enrichir à titre perso via les SCI pour le coup. Puis t'as pas de risque? Pour revenir sur le côté agent co ou salarié, finalement avec des salariés tu as peut-être plus de rétribution si ça tourne fort. Par contre si ça tourne moins bien, imaginons que les taux d'intérêt remontent et du coup le marché il se fige encore plus, à ce moment-là tu as du risque. Alors que pour le coup avec les indépendants t'en as moins. Donc c'est risque-rendement un petit peu plus faible pour les deux côtés. C'est ça, ouais. Avec des salariés je pense dans les bonnes périodes on gagne beaucoup plus d'argent. Dans les mauvaises, on en perd aussi beaucoup. Donc c'est le risque par rapport à ça. On considère aussi que sur le principe, les salariés sont plus stables, ce qui est absolument faux à mon sens. Un indépendant avec qui il y a un deal juste, en fait, il reste. Et aujourd'hui, j'ai très très peu de turnover dans mon équipe. On est une trentaine en tout sur 5 points de vente, puisque on a aussi Marseille avec qui on travaille et dans laquelle on est associé là pour le coup. Voilà, on est en train d'essayer d'acheter des murs aussi sur Marseille. Là, on vise des murs aussi à Lyon-Centre pour créer une nouvelle agence. Donc, il y a un développement naturel qui se fait grâce à ça, avec la cooptation en fait de mon équipe qui nous permet de recruter et de former des nouveaux courtiers à notre métier. C'est intéressant de se dire que les nouvelles implantations, tu les conditionnes par le fait de trouver les murs qui vont bien. Mais du coup, j'imagine que tu recoupes ça aussi par une localisation. En gros, il y a deux choses. Il y a le fait que tu as envie de t'implanter dans un secteur, mais aussi que tu as envie d'acheter les murs. Donc si tu trouves le local au top, mais qui est juste à louer, tu le loueras pas. Tu attendras d'avoir quelque chose à vendre pour pouvoir être propriétaire de tes murs. En effet, la location n'est pas une option, sauf si vraiment j'avais une opportunité de récupérer une équipe. Parce qu'il y a un élément quand même qui se rajoute à ce que tu as dit, c'est le fait d'avoir des personnes à mettre à l'intérieur. J'achète pas des murs dans l'optique d'y mettre une équipe hypothétique. Pour le coup, aujourd'hui, mon équipe actuelle, certains d'entre eux qui sont entre guillemets un petit peu seniors dans l'équipe, peuvent prendre la décision de développer leur propre équipe et du coup de créer un point de vente. Et donc moi je fonctionne comme ça et ça a commencé avec Vienne et on avait avec Aurélien développé cette agence-là. Il a pris la responsabilité de développer cette agence et aujourd'hui on est en train de le faire monter au capital de notre structure. Et donc c'est ce qu'on veut proposer à nos courtiers seniors de développer des agences, développer une équipe et ensuite d'être associé et sur les murs et sur la structure mère. Donc on a commencé comme ça, à investir dans l'immobilier et moi il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai passé le cap aussi de louer à des tiers parce que c'est quelque chose qui me rassurait pas beaucoup. Moi je suis un banquier de base quand même, donc je suis quand même relativement prudent dans mes décisions et dans mes choix et donc la location à des tiers ça me faisait un peu peur et je pense qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui pensent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peurs qui ressortent quand il y a un investissement à faire. C'est beaucoup d'argent investi, on se dit que le locataire paiera peut-être pas, qu'il va peut-être nous saccager l'appartement, qu'il y a beaucoup de risques en fait qui peuvent ressortir et de peurs qui sont justifiées ou non. Et donc j'ai fait un premier investissement en nom propre à Oulin. Sur un T4 qui était déjà un T4 mais qui était à rénover, donc j'ai eu j'allais dire
les problématiques de financement au départ, puis Que la tu n'avais gestion pas eu des pour tes travaux. murs, du coup? Tes murs, ça avait toujours été fluide? Mes murs, ça avait toujours été assez fluide, oui, parce que les banques nous ont toujours suivis à ce niveau-là. Et en particulier, enfin, en pro, j'avais Ouais, c'est du pré-pro, c'est pas du Voilà. part, ouais, c'est la J'avais différence. pas la problématique du taux d'endettement notamment. Notre boîte a toujours bien tourné. On a toujours été en croissance depuis 8 ans. Donc finalement, les banques n'avaient pas de raison de ne pas suivre. On mettait les apports à minima des frais. On partait sur 15 à 20 ans. Donc voilà, ça s'est toujours bien passé en pro. En particulier aussi finalement, mais voilà, c'était un petit peu différent justement avec cette problématique du taux d'endettement. J'ai dû trouver des solutions justement pour pouvoir financer et ma résidence principale d'un côté et un locatif de l'autre. Donc du coup, tu as fait les deux en même temps. Ouais, donc du coup j'ai fait les deux en même temps et donc j'ai dû gérer un peu la partie travaux. Donc d'abord la négociation un peu des prix, le suivi de chantier qui est loin d'être une mince affaire et qui est franchement pas le plus marrant parce qu'il faut beaucoup répéter, beaucoup noter pour que les choses soient faites au final comme on le souhaite. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Donc maintenant, quand je fais des travaux, je prévois au moins 2 fois ou 3 Tu fois. veux dire, tu doubles la durée de base. prévisionnelle. Ouais, je la doublais déjà de base, mais maintenant je la triple. Au moins, je suis tranquille. En fait, quand on voit le chantier avancer, tout va bien, et c'est dès qu'on passe aux finitions qu'il y a des difficultés qui apparaissent. délai se rallonge. Clairement. Donc voilà, il y a eu la mise en location aussi. Donc là, pour le coup, moi à la base, j'avais prévu de faire une coloc. Et un peu à la dernière seconde, je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter le Airbnb parce qu'on avait d'autres projets avec mes associés, et donc je voulais tester un petit peu le fonctionnement. Force est de constater que sur un T4, ça a pas trop mal marché, mais c'est très instable et pour le coup, la moyenne générale n'a pas été dingue. Donc j'ai préféré repasser là en colocation depuis peu. Donc là, je suis en train de mettre en colocation l'appartement. Donc c'est des baux individuels, tu loues les 3 chambres, du coup tu as 3 chambres Ouais, à 3 personnes différentes. c'est ça. Et en gros, en termes de loyer, t'as combien et combien t'aurais eu si t'étais en location classique à une seule personne? Et un seul bah, foyer. pour le coup, en fait, le passage en colocation, il s'est fait finalement avec ma sœur. Donc forcément, j'ai une perte de renta, mais ça me permet d'avoir quelqu'un à l'intérieur qui me gère quand même pas mal de choses. Donc au final, c'est quand même assez confortable pour moi. J'ai les 2 autres chambres à louer. J'ai lancé un bail hier d'ailleurs pour en louer une. La deuxième est en cours. On recherche le troisième colocataire pour le coup. Donc il y a pas mal de questions qui se posent aussi par rapport à ça. Donc on est passé par un site qui s'appelle la clé des colocs. Carte des colocs. La carte des colocs, voilà, exactement. Donc elle est passée par ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'est un site que je recommande d'ailleurs pour ceux qui font de la colocation, pour organiser une colocation de base et que les gens s'entendent bien et fitent entre eux finalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, plus que le Bon Coin, je trouve. En tout cas, c'est plus adapté, plus efficace à mon sens. En parallèle de ça, avec mes associés, on a acheté 3 biens différents dans une SCI pour le coup, où on est 4 à l'intérieur. Donc là, j'ai fait un montage un peu plus touchy avec une SCI à Lierre qui loue à une société à l'IS pour le coup. Et le gros avantage que ça a, c'est que finalement la société à l'IS, elle meuble et loue meublé à une SCI à Lierre avec un bail standard. Donc ça, c'est un montage un peu tiré par les cheveux, mais qui fonctionne sur le principe, puisque ma SCI loue nu à la société qui, elle, meuble et loue meublé. Et la SCI Aliar, elle est pas censée avoir plus de 10% de son chiffre d'affaires en meublé? La SCI Aliar, en fait, elle a signé un bail avec la société. C'est qui possède? C'est la SCI Alors, Aliar ou la ALIS? SCI Aliar possède. Ah d'accord, elle loue en nu à la SCI Alias et la SCI Alias meuble et du coup on s'en fout, meublé, pas meublé. Ouais, alors pour le coup, c'est une SAS au-dessus, mais en gros, on a une SCI Aliar en bas qui achète les biens. Ouais. Une SAS au-dessus qui est locataire de la SCI Aliar sur les 3 biens. Donc tu dis au-dessus, c'est pas sa holding, c'est sa locataire. Voilà, c'est Ok. ça. Mais elle détient quand même un bout. Elle va finalement acheter les meubles et meubler les appartements et exploiter du coup en meublé, mais elle directement. Donc en fait, on a un peu un Une système sorte de sous-location meublée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc elle, la SCI, elle loue en nu. La société, elle meuble et loue meublé derrière. Donc voilà un petit peu le montage pour bénéficier des déficits fonciers d'un côté, pouvoir louer meublé, ce qui n'est pas possible dans la SCI Alière. Et le fait d'avoir cette solution. acheté, donc financé en SCI Aliar, c'était pas compliqué de sortir du cadre du HCSF, parce que généralement ce qu'on dit c'est plutôt être à l'IS pour augmenter la probabilité d'être traité en prêt pro, mais du coup le fait d'être sur une société dite transparente, quand on est à l'impôt sur le revenu, c'est globalement comme si on percevait nous les loyers. Est-ce que ça, au sens bancaire, ça n'a pas été plus compliqué du coup? Alors non,
parce qu'on a trouvé un peu une faille dans le système. C'est ce qui fait qu'on a lancé aussi ces investissements. Enfin, c'est même pas une faille dans le système, mais en gros, dans certaines banques, quand il y a une holding ou une société au capital d'une SCI à l'IR, ça bascule automatiquement en prêt pro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans la typologie de prêt qui est faite, chaque banque a un peu son analyse. Certaines banques vont regarder le sous-jacent. Si vous achetez de l'immobilier, c'est du prêt immobilier. Et quand on dit de l'immobilier, c'est à plus de 50%. Si j'achète un immeuble, il y a 60% de la surface sur un local commercial et 40% d'habitation, ça va être du pro. Si j'ai 60% d'habitation, l'inverse, ça va être du part. Et donc du prêt immobilier. Moi, j'ai souvent eu du 25%, mais plutôt pour les assurances. Si tu as 25% de commercial, on considère que l'immeuble, enfin plus de 25% de commercial, tu changes de catégorie d'assurance sur les immeubles. Ouais, mais alors là, c'est vraiment chaque banque a son analyse. Donc, il y en a qui vont regarder le sous-jacent, donc qu'est-ce qui est acheté, et il y en a qui vont regarder le montage. SCI à l'IR, ça va être plutôt du prêt immobilier. SCI à l'IS, ça va être du pro pour certaines banques. Et pour d'autres banques, quand il y a une société au capital de la SCI, ça devient automatiquement du prêt professionnel. Parce que là, du coup, tu n'avais qu'un seul des 3 critères cochés, parce que finalement, tu achètes du résidentiel avec une société à l'IR, mais le fait d'avoir une holding à l'IS, peu importe sa participation, fait que tu rentres dans la case prêt pro. C'est ça, Ok. automatiquement, et ça marche pas pour toutes les banques, ça marche pour une banque. Ouais. Mais voilà, après c'est mon job de savoir laquelle. Donc voilà comment ça s'est passé. L'idée c'était de partir quand même sur un gros montant, parce qu'on est 4 associés, et donc il faut qu'il y ait quand même un peu à manger pour tout le monde. Donc du coup je suis allé voir un banquier que je connais sur ce montage-là, et je lui ai dit que l'objectif pour moi n'était pas de concentrer, ce qui au final je pense c'était une erreur, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Je voulais en fait éviter de prendre des risques au même endroit, et donc du coup acheter à différents endroits. Donc on a acheté à Caluire, on a acheté à Vienne et on a acheté à Mâcon. À Mâcon en plus il y avait un double sujet, puisqu'il y avait une agence à développer pour nous là-bas, puisqu'on avait déjà 2 filles qui fonctionnaient sur place et qui fonctionnent toujours d'ailleurs. Donc là justement on vient de finir les travaux de l'agence de Mâcon. Donc, D'accord, l'agence de Mâcon, c'est dans la SCI à l'IR. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et donc là, on a fini les travaux sur l'agence et on est en finalisation de travaux sur le T4 qui est au-dessus de l'agence pour le coup. On a levé 700 000 euros d'un coup finalement, enfin en 3 tranches, mais assez rapidement. Et on avait prévalidé l'enveloppe avec le banquier en lui disant que je voulais pas lui ramener un immeuble et concentrer, mais plutôt disperser un peu tout ça. À Caluire, c'est un local commercial qu'on a coupé en 2 pour faire 2 Airbnb en petite surface. À Vienne, on pensait faire un Airbnb thème romain, et le Airbnb à Vienne, c'est pas forcément... sur les grosses surfaces, pas top, pareil, ça n'a pas fonctionné beaucoup, donc on l'avait mis comme ça au début, et finalement on fait de la location moyenne durée. Ça marche plutôt bien, puisque les loyers sont plutôt élevés. Avant qu'on l'achète, il était loué, je crois, 750 €. On arrive à le louer 1500 € après travaux avec le thème, et sur une durée de 9 mois. Donc le but, c'est de faire ça de la moyenne durée, je pense. On va rester un peu là-dessus. Caluire, on vient de le lancer en Airbnb. Ça, je pense que ça va fonctionner plutôt pas mal, parce que c'est des petites surfaces bien placées. On est face à l'île Barbe, donc c'est cool. Et Mâcon, pardon. Donc l'agence en bas, on est notre propre locataire, donc ça c'est cool. On maîtrise encore le truc. Et au-dessus, à voir, mais peut-être moyenne durée, colocation, location classique. On va voir un peu en fonction des opportunités et de ce qu'on peut faire. Et jusqu'ici, ça se passe bien, alors la location à des tiers, ça va? Pour l'instant, ça se passe Ouais. pas mal, ouais. Ça se passe pas mal. En tout cas, j'ai pas eu de problème majeur. Et puis, j'allais dire, les problèmes, une fois qu'on a accepté qu'on en aurait, finalement, ça se passe plutôt bien. Ouais. Ça fait partie du jeu, et puis en soi, quand on regarde un peu les chiffres, les statistiques de loyer impayé, si on prend cette problématique-là dans la location, au final, elle est quand même assez infime. Je crois qu'on parle de 2%. Ouais, c'est 2 ou 3%. C'est à peu près 2% en France, donc ça reste quand même relativement faible par rapport à tout ce qu'on peut s'en dire. Et puis, il y a des mécanismes en fait, pour se couvrir contre les loyers impayés, en prenant des garants, une garantie visale, etc., pour essayer de pallier à ça. Ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est que tu puisses nous donner les 3 astuces en fait, pour maximiser ses chances d'obtenir son financement. Déjà, pour obtenir son financement, il y a des critères de base qui sont regardés par les banques. Donc déjà, le niveau d'apport. À minima, mettre l'apport des frais, c'est essentiel pour obtenir un financement aujourd'hui. Alors, je dis pas... Les frais, c'est frais de notaire plus frais de dossier, en gros une dizaine de pourcents? Ouais, c'est une dizaine de pourcents. Donc frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie, honoraire de courtage s'il y a un courtier. Les banques aujourd'hui demandent quasi systématiquement cet apport-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas surfinancer un bien, mais dès que vous surfinancez, ça devient plus complexe. Qu'est-ce que tu veux dire en surfinancé? Surfinancer, ça veut dire financer plus que la valeur du bien elle-même
et éventuellement les travaux. Et le fameux 110% qu'on a connu en 2019-2020. C'est ça, ouais. Ça se fait encore pour les investisseurs. On peut encore faire du financement avec peu ou pas d'apport sur aussi 25 ans et non pas que sur 20 ans. Mais plus on va sur du hors norme, et plus c'est complexe, moins on a de sorties, moins il y a de chances de finaliser l'opération. Ok, donc critère numéro 1, en gros, piloter l'apport pour maximiser sa probabilité d'obtenir son financement. Exactement, plus il y a d'apport, plus ce sera facile à obtenir. Deuxième point, forcément si c'est un prêt en nom propre, le niveau d'endettement, il faut arriver à le maîtriser. Donc après, il y a des petites astuces pour aussi essayer de respecter le taux d'endettement. On peut lisser des prêts locatifs en cours, par exemple. Donc ça, c'est une bonne technique pour le faire. Allonger vos crédits résidence principale. Il y a pas mal d'astuces comme ça pour essayer au maximum de rentrer dans un endettement max à 35%. Ok. Et troisième astuce ? Et troisième astuce, avoir une bonne situation de base, mais bon, c'est pas vraiment une astuce, j'allais dire. Le fameux CDI. Ouais, le fameux CDI, oui, les banques préfèrent, mais ça veut pas dire qu'elles financent que ça. En soi, peu importe la situation, ce que le banquier va regarder, c'est qu'il y ait une bonne solvabilité globale, c'est-à-dire qu'en fait, vous ayez une bonne situation en termes d'épargne. Et donc, la troisième astuce, ça pourrait être plutôt préparer son projet, ne pas arriver avec zéro d'épargne quand vous lancez un projet immobilier, on n'achète pas une baguette de pain. Donc il faut arriver avec de l'épargne que vous avez constituée au préalable. Et donc préparer un projet, ça veut dire mettre de côté pour le faire aussi pendant un certain temps. Et essayer potentiellement aussi de nettoyer un peu ses comptes bancaires dans les 3 derniers mois. Potentiellement, ça peut être pas mal, effectivement, de limiter un peu les sorties en boîte de nuit et les jeux en ligne, les jeux d'argent. Ça, c'est pas forcément très apprécié. Le casino, tout ça, c'est sûr que le banquier regarde ça d'un mauvais œil. Et puis tout simplement le respect en fait de l'autorisation de découvert. Parce que si vous dépassez l'autorisation de découvert et que le banquier facture des frais, ça c'est regardé par les autres banques et clairement vous pouvez avoir le meilleur dossier du monde, si vous avez des frais tous les 4 matins, le dossier sera refusé. Et tu as une question par rapport à ça, je regardais hier sur mon application bancaire mon autorisation de découvert, la qu'on me met d'office de 8 000 €, je voulais voir le taux. C'est 23% le TEG. Mais du coup, il est fait pour être utilisé. Imaginons que je l'utilise, c'est la banque qui me le met à disposition. Mais est-ce que si demain je vais demander un financement, elle va pas quand même avoir en tête de se dire, on lui a mis ce produit sous le nez, il a tapé dedans, c'est qu'il est quand même pas très bon gestionnaire s'il a pas compris qu'il empruntait à 23% et que c'est un taux qui est un peu usurier. Enfin, pas usurier, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, c'est très cher et il y a peu d'investissements qui seraient logiques de faire avec ces montants-là. Alors la dette court terme, c'est un vrai sujet, parce que ce qu'on appelle la dette court terme, donc c'est en fait le revolving, c'est un crédit renouvelable, découvert, etc. C'est la dette la plus rentable pour la banque, mais c'est celle qu'elle aime le moins, bizarrement. C'est pas être mauvais gestionnaire que d'utiliser une autorisation de découvert dans la limite qu'on a fixée. La dépasser, c'est être mauvais gestionnaire. Et en effet, certaines banques vont des fois regarder un peu le solde en fin de mois. Si le compte tourne systématiquement à découvert, en effet, ça va être un problème. Parce qu'en gros, j'ai 8 000 € d'autorisation de découvert. Donc si je tape dedans ponctuellement et que je les reconstitue, on considère que ça va. Par contre, si je suis tout le temps à moins 7 900, là, on va commencer à comprendre que je ne suis pas un très bon gestionnaire, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, il y a une utilisation permanente de la ligne. L'autorisation de découvert, elle est là finalement pour pallier un décalage de trésorerie temporaire. Elle n'est pas là pour être justement un crédit revolving et un crédit permanent. Et donc, on peut avoir des frais d'agio, parce que ce qu'on appelle les agios, finalement, c'est les intérêts du découvert. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça correspond à l'utilisation du découvert. Maintenant, s'il y a des agios tous les mois de manière forte, ça veut dire que vous êtes tout le temps à découvert et ça c'est pas bon signe, j'allais dire, pour la gestion. Fameux red flag. Et il y a aussi un truc sur le terme autorisation de découvert, t'as un peu l'impression qu'on t'a dit autorisation, donc vas-y, donc c'est gratuit. Mais la fin de ma phrase n'existe pas. Non. C'est pas du tout gratuit. Absolument. Et t'as plein de gens qui disent mais c'est bon, j'ai 1 000 € d'autorisation de découvert, je les utilise, je suis autorisé. On va pas me punir pour les avoir autorisés. C'est pas gratuit, des fois il y a des franchises d'intérêt. Sur, souvent d'ailleurs, genre 3-4 jours et après on commence à compter. Ouais, c'est souvent sur un montant. Okay. Sur un montant, il y a une franchise de découvert qui est accordée par les banques dans le cadre de l'autorisation de découvert, mais en effet, c'est loin d'être gratuit. Et si vous l'utilisez de manière longue, ça va coûter relativement cher en proportion du montant, quoi. Et tout à l'heure, on parlait d'épargne. Moi, je perçois un peu que, tu vois, depuis un an et demi, les banques sont de plus en plus sensibles au fait de pouvoir loger de l'épargne chez elles. C'est pas une contrepartie qu'on nous demandait plus que ça avant, mais maintenant, on commence à en entendre régulièrement parler. Oui, parce que le monde a un peu changé sur l'environnement des taux, notamment. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques années, quand les taux étaient bas, l'épargne rapportait finalement assez peu et les banques n'étaient pas spécialement friandes de fonds propres supplémentaires parce que la Banque centrale aussi rachetait beaucoup de dettes aux banques
Et donc, elles n'étaient pas en manque de fonds propres. Faut savoir qu'une banque, quand elle fait un prêt, c'est de la création monétaire. Elle a l'obligation finalement d'avoir une partie de la somme prêtée en stock dans ses réserves. Et puis, ça dépend des projets. C'est-à-dire que plus le dossier est risqué, plus elles sont censées provisionner de l'argent donc sur les dépôts d'épargne de leurs clients. Et c'est pour ça que des fois, des banques d'ailleurs sortent du marché parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres pour continuer à prêter dans des conditions correctes. Donc en fait, une banque, quand elle s'appuie finalement sur ses dépôts, elle peut prêter pas cher. Mais dès qu'elle fait appel au marché, c'est plus du tout le cas, puisque ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, les taux d'emprunt, ils sont quand même assez corrélés à l'OAT 10 ans, donc au taux d'emprunt de la France, qui en ce moment fluctue beaucoup, est en train un peu d'exploser avec le contexte politique, et surtout par rapport aux dégradations qu'on a dans les agences de notation américaines, et notamment Standard & Poor's pour la dernière, qui vient encore de dégrader la note d'emprunt de la France à A+. Et donc ça, clairement, c'est pas bon signe pour les taux à venir parce qu'il y a une grosse volatilité qui s'installe et les banquiers anticipent le fait que l'OAT 10 ans en fait monte et que du coup ils doivent prêter plus cher s'ils devaient faire appel au marché. Et donc si on parle un peu de, effectivement, ça embraye pas mal sur ce sujet-là, si on parle un peu de prévisionnel, selon toi, tu penses qu'à échelle 1 an, 2 ans, voire 5 ans, tu penses que là on a atteint, on va dire, un taux plancher sur les taux qu'on peut obtenir aujourd'hui quand on emprunte auprès d'une banque? Tu penses que les taux risquent de remonter progressivement ou potentiellement on a une probabilité de baisse encore à venir pour descendre sous les 3%, voire atteindre les 2,5%? Quelles sont tes projections? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des taux normaux, c'est compris entre 3 et 5. C'est-à-dire, plus on est proche de 5, plus on est sur le sommet de la crête. Plus on est proche de 3, plus on est plutôt au creux de la vague. Et là, actuellement, les taux d'emprunt immobilier sur 25 ans pour les particuliers, on est entre 3 et 3,30%, mais ça a tendance à remonter quand même aujourd'hui. Donc là, pour moi, on était vraiment au creux de la vague. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils ont pris une mauvaise habitude avec la période qu'on a connue avec des taux à 1%. C'était parfaitement anormal et clairement, je dis pas que ça reviendra jamais, mais il y a quand même très peu de chances qu'on y revienne un jour. C'était un peu l'époque bénie et c'était à ce moment-là qu'il fallait acheter tout ce que vous pouviez. Maintenant, c'est trop tard, c'est comme ça. Mais donc aujourd'hui, les taux sont censés osciller entre 3 et 5. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on prête moins cher aux Français qu'à l'État français. C'est quand même un vrai paradoxe, mais c'est pas quelque chose qui est durable. Et donc, plus la situation financière de la France se dégrade, plus celle des taux va se dégrader aussi. Et donc là, on est en remontée de taux depuis le mois de septembre. Je pense que ça va s'accélérer par rapport justement à Standard & Poor's et au fait que la France emprunte de plus en plus cher et au fait que la France s'enlise un peu dans la crise politique récente et trouve pas de solution autre que d'augmenter les impôts, ce qui va pénaliser la croissance plutôt que de faire des économies. Et donc là, on va faire juste une petite parenthèse politique, mais là-dessus, c'est ce qu'ils font est vraiment pénalisant pour tout le monde. Et donc j'espère qu'on va rapidement sortir de cette situation parce que clairement, on ne va pas dans le bon sens. Et plus les taux vont monter, plus le marché immobilier va baisser puisque c'est mécanique. Quand les taux montent, les prix baissent. Pour les investisseurs comme vous, nous, à la limite, on se fiche du moment parce que dans les périodes de taux bas, on achète plus cher, mais l'emprunt nous coûte moins cher. Et dans les périodes de taux élevés, ça nous permet de mieux négocier parce qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché. Et justement, moi, je préfère justement ces phases de marché où l'immobilier est décoté, avec certes des taux d'emprunt qui sont plus élevés, mais du coup, ça sous-tend qu'on achète peu cher, donc on maîtrise notre risque. Et si les taux venaient à baisser, on peut tout à fait renégocier notre prêt. Dès qu'on a un spread de taux d'environ 0,7 à 1%, on peut renégocier son prêt. Donc moi, je préfère acheter peu cher avec des taux qui peuvent être renégociés derrière. Si on achète trop cher de l'immobilier avec des taux très bas, on ne peut pas renégocier son prix d'acquisition a posteriori. Et je pense qu'il y a une règle dans l'IMO, c'est de bien acheter. Arriver à l'équilibre sur un investissement immobilier sur certaines zones, c'est devenu quand même assez compliqué. Mais ça se fait toujours. Et donc en effet, pour moi, en termes d'investissement, l'investissement le plus sûr avec le meilleur rendement et le meilleur levier, ça reste l'immobilier. Vous pouvez faire tous les placements en assurance vie de la terre, il n'y aura jamais un locataire qui paiera une partie de votre crédit et qui vous gérera du patrimoine. Et puis souvent, ce qu'on oublie de regarder dans l'immobilier, c'est qu'on parle souvent de rendement. Il faut avoir un rendement, mais au final, la plus-value latente
qu'on aura à la fin en vendant le bien. Et souvent, l'investisseur a du mal à vendre. Mais à un moment donné, il faut aussi arbitrer, parce que le fait de recharger en dette, ça va être important, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, à ce niveau-là, la plus-value que vous faites à terme, et aujourd'hui, l'immobilier jusqu'à présent, il est toujours sur des longues périodes, il a toujours monté. Il a toujours généré de la plus-value en plus de l'amortissement du crédit, en plus de l'éventuel cash flow qu'on peut avoir. Et ça, c'est difficile à appréhender, et c'est ce qui fait que sur certaines zones, on appelle ça de l'investissement patrimonial, on peut accepter finalement d'avoir du reste à charge pour potentiellement viser une plus-value plus importante aussi à l'arrivée. Et dans tous les cas, l'immobilier d'investissement est super intéressant parce qu'on y met très peu de fonds propres. On lève des gros montants de crédit, donc on a un gros levier par rapport à ça. Et puis forcément, l'investissement est porté finalement par le loyer des locataires. Par contre, dire que l'immobilier est sans effort et du revenu passif, ça je suis assez contre cette partie, parce que pour l'avoir vécu, quand il faut s'occuper des travaux, de la mise en location, j'ai eu aussi des problématiques de dégâts des eaux, etc. Il y a beaucoup quand même de sujets à traiter qui sont jamais insurmontables, mais qui clairement prennent beaucoup de temps. En fait, pour moi, c'est ça le seul intérêt de l'immobilier, c'est de pouvoir faire de l'effet de levier. Si on accepte de s'embêter à gérer des locataires, parce que ce n'est pas un investissement qui est passif, ça prend un temps qui est raisonnable, qui rentre dans une semaine, mais il faut quand même l'avoir en tête, ce n'est pas passif. Et le seul intérêt d'accepter cette contrainte de gestion locative, c'est de pouvoir mettre de la dette bancaire en face. Moi, avec ma casquette de conseiller en gestion de patrimoine, j'ai des clients des fois qui viennent me voir avec 200 000 euros et ils me disent j'ai envie d'investir dans du locatif, en fonds propres. Injecter les 200 000 euros sans lever de dette en face. Pourquoi ne pas investir dans un investissement beaucoup plus passif, sans aucune gestion locative derrière, plutôt que de mettre ça sur un bien qui va nécessiter potentiellement un peu de gestion, une fuite d'eau un dimanche matin, on n'a pas forcément envie de s'embêter avec ça. Et donc pour moi, le seul intérêt, la seule contrepartie acceptable, c'est de pouvoir lever de la dette et avoir un rendement sur fonds propres qui est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est clair. Après, moi, je mettrais juste une précision par rapport à ça, c'est que la dette, elle a quand même un prix, et donc du coup, il faut qu'il y ait un rendement immobilier finalement qui soit supérieur au coût de la dette. Tout simplement. Mais souvent finalement l'investissement il est beaucoup lié à la peur qu'ont les gens. Le fait d'investir 200 000 cash, c'est rassurant parce que finalement il n'y a pas de dette derrière. Donc souvent c'est des gens qui réagissent de cette manière-là. Mais pour le coup, je suis d'accord avec toi que ces 200 000, en fait, on pourrait aller lever 4 fois plus, voire encore plus grâce à ce levier d'apport. À l'arrivée, c'est forcément 4 fois plus de sommes amorties et beaucoup plus rentable. Il y a un sujet aussi fiscal sur la dette et l'investissement. Et on le voit avec certains clients qui ont des biens payés. La fiscalité est clairement confiscatoire aujourd'hui si on a des biens en nom propre. Et il y a des clients que je voulais te présenter d'ailleurs qui sont exactement dans cette situation-là. Ils ont des biens payés sur lesquels ils ont une fiscalité à plus de 55% finalement. Donc il y a 55% des loyers qui partent directement dans la poche de l'État et ils ont que 45%. Alors pour certains c'est très bien, mais en soi aujourd'hui il faut, je pense, arbitrer, soit vendre et refaire, soit passer plus sur du financier, et c'est pour ça que la foncière est intéressante, parce qu'on garde ce volet immobilier à mon sens, tout en ayant finalement cette facilité du financier derrière. Je te rejoins à 100%, et en fait on a tourné une vidéo avec Charles Arthur justement au sujet de la maturité d'un bien, quand arbitrer son bien immobilier, et justement avec ces métriques par rapport à la plus-value embarquée qui est cristallisée au sein du bien. Est-ce que ça vaut pas le coup potentiellement d'arbitrer ce bien, de le vendre et de remployer ces capitaux dans une future acquisition où on renouvelle une acquisition avec un nouvel effet de levier, etc. Donc c'est la notion de ROE, etc. qu'on a pu développer dans une vidéo antérieure avec Charles Arthur et qui est extrêmement intéressante et qui permet de piloter au plus juste son parc immobilier, de savoir quand vendre si typiquement on n'a plus de dette en face et une imposition qui est extrêmement élevée. Potentiellement ça vaut clairement le coup d'arbitrer son bien. Donc ça vous intéresse d'avoir notre point de vue sur quand est-ce qu'il faut vendre un bien, le lien s'affiche maintenant à l'écran et vous pouvez aller voir la vidéo et revenir à celle-ci après. Quand même, ce qu'on a aussi pu apprendre avec l'expérience, c'est d'apprendre à comprendre les besoins de son interlocuteur, de tout simplement comprendre les contreparties qu'on peut offrir pour obtenir un oui derrière. Donc ça, potentiellement, ce serait la 4e astuce pour moi pour obtenir son financement, c'est comprendre l'autre partie, quel est son besoin,
et tout simplement aller dans son sens et trouver un terrain d'entente sur un échange gagnant-gagnant tout simplement. Et on a toujours fonctionné comme ça, aussi bien sur l'apport d'affaires où on redonne en gestion locative les biens qu'on peut acheter pour maximiser du coup les futurs apports d'affaires en off-market. Et sur la partie financement, on est de la même manière complètement ouvert à la contrepartie. Et donc c'est aussi pour ça qu'on arrive à continuer à se faire financer avec des conditions très avantageuses. C'est que on est complètement, on parle le même langage que le banquier et on arrive à comprendre son besoin et à lui apporter tout simplement ce qu'il attend. Et tu as résumé tout mon boulot, finalement. C'est exactement ça. Donc, oui, c'est ça, c'est arriver à contenter les deux parties. Ça, c'est mon job au quotidien, ouais, clairement. Et un truc très contre-intuitif, je ne sais pas si toi tu l'as expérimenté, c'est que en gros, ce qui est vrai quelque part n'est pas vrai ailleurs. Par exemple, moi, récemment, j'ai déménagé, donc du coup, je reconsulte un petit peu les banques locales. Je ne vais pas nommer la banque pour le coup, mais que j'avais déjà consulté dans ma localisation d'avant, qui m'avait dit non, on ne peut pas vous suivre. Je l'ai reconsulté dans ma localisation à côté de chez moi. J'ai pris rendez-vous dans une agence et j'avais conseiller pro et directeur d'agence en face de moi qui me dit c'est génial ce que vous faites et tout. Puis en fait, non, on peut pas vous suivre dans un mail 2 semaines plus tard parce que en fait, trop compliqué informatiquement, c'était ça l'exemple. Et aussi parce qu'on a du marchand dans l'organigramme, donc même si on vient les voir pour du financement locatif, ils considèrent que ça peut contaminer tout l'organigramme. Le marchand, coup, ils aiment pas du tout. Ouais, il y en a certains où c'est red flag et du coup, même si c'est pas pour ça que tu viens les voir, si ça fait partie de tes métiers, ils vont pas te financer pour ça, parce que ça peut se comprendre. Il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Parce que la banque sait jamais si c'est un réel projet de RP ou un achat-revente. Après là pour le coup, ça laisse le doute. Tu vois, quand dans ton organigramme, tu as des SCI, des sociétés de marchands, ce serait un peu bête de mettre dans une SCI, de pas prendre l'engagement de revente. Tout ça pour dire que cette même entité a en fait un pôle spécialisé dans les professionnels de l'immobilier. Mais c'est juste que les interlocuteurs que j'ai en agence ne le savaient même pas. C'est du coup un ancien collègue qui est devenu courtier, qui m'a donné le numéro de quelqu'un qui travaille dans cette entité mais qui n'a rien à voir, qui est sur le commercial, qui m'a dit non, je pense que ça va être compliqué, vous êtes trop petit vraiment pour le pôle, ils font des promotions à 50 millions, des trucs énormes, et puis après il m'a dit finalement je vous donne le numéro de telle personne et je vais la rencontrer hier. Et du coup il s'avère que en fait si c'est exactement la personne dont on a besoin, mais c'est juste que mes interlocuteurs en agence n'avaient même pas connaissance de l'existence de services dans la banque. C'est ça. Et c'est tellement niché que tu vas pas le trouver sur leur site internet ou quoi que ce soit. Et un truc que j'ai retiré aussi de nos expériences, c'est qu'en fait, quand on va demander des choses, que ce soit par exemple pour faire une offre, négocier un bien, que ce soit pour aller demander un financement, en fait, on n'a pas un grand risque à pousser une porte pour aller demander ou proposer quelque chose. C'est-à-dire quand je vais demander des financements, ou même pas demander un financement, mais me présenter un nouvel interlocuteur bancaire pour dire est-ce qu'on peut travailler ensemble. Au mieux, il va me dire oui, ou peut-être. Au pire, il va me dire non. Bien se passer, on va rester poli, on va boire un café, on va se serrer la main, on va pas se battre, on va pas s'insulter. Donc en fait, mon risque, c'est quoi ? C'est juste d'avoir perdu un petit peu de temps. Par contre, mon bénéfice, c'est potentiellement d'avoir un nouvel interlocuteur avec des meilleures conditions ou des conditions différentes qui seront plus adaptées à certains dossiers. Et c'est la même chose sur les offres. Au pire, tu vas dire non, enfin, tu vas faire ton offre, on va te dire non, quoi. Ça, je pense que ce serait très vrai pour tout. C'est-à-dire être dans l'action aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne parce que on n'a rien à perdre finalement. Après, il y a une prise de risque qui est maîtrisée dans votre cas. Il faut avoir une bonne stratégie de fond, il faut avoir aussi, les bonnes bases pour le faire. Mais une fois qu'on a tout ça, finalement, être dans l'action, c'est ce qui fonctionne. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients qui hésitent à investir, par exemple. Je leur dis, en fait, tous ceux qui ont gagné, ils ont fait. Si vous ne faites pas, vous êtes sûr de rien perdre, mais vous êtes sûr de rien gagner. Et donc au final, c'est, je pense, ça qu'il faut retenir, c'est que faire et tenter des choses, en effet, il y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Par contre, après, c'est de l'investissement, c'est du temps, etc. Il faut maîtriser un peu ce qu'on fait pour pas faire n'importe quoi. Mais voilà, ça fonctionne. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de se construire aussi une bonne base, parce que vous y êtes allé aussi par étapes. Vous avez commencé par des premières opérations petites à votre niveau, puis c'est monté en puissance, puis après vous avez passé au step d'après avec la foncière. J'allais dire pour ceux qui nous écoutent et qui démarrent un petit peu l'investissement, il faut qu'ils puissent faire une première opération déjà pour tester, comme moi j'ai pu le faire récemment, et puis après ça monte en puissance et en régime. Et en effet, après, il faut consulter plusieurs banques, des professionnels qui peuvent vous accompagner dans le domaine et vous conseiller correctement pour accompagner la suite des opérations. Parce que souvent, par contre, ce que je remarque, c'est que les investisseurs qui font une première opération, ils en font une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. J'ai rarement vu des gens s'arrêter, ou alors ceux qui avaient juste, un objectif précis sur leur investissement et qui en font un et qui s'arrêtent là. Mais en règle générale, quand on a un projet rentable, on y prend vite goût et on refait l'opération. Quand on voit que ça marche souvent, on continue. C'est ça. Eh bien, je vous propose de clôturer ce podcast. Merci beaucoup pour ta venue, Ghislain. Merci Charles. Et puis, je vous propose de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter les différentes vidéos qu'on a pu tourner sur notre chaîne. Merci à vous. Excellente journée. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.